Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, un livre belge qui vous a secoué, m'avez-vous dit L'auteur Chris de Stoep est belge, flamand, il écrit en néerlandais. Le livre de Daniel, c'est le titre chez Globe. Ça commence avec une scène terrible. On est en 2014 dans une ferme en Belgique, pas très loin de la frontière française, du côté de Roubaix. Vous voyez, c'est une ferme en carré avec des bâtiments qui ont chacun une fonction, maison, bétail, céréales, et donc une cour au milieu. Un soir, des jeunes types coupent la corde et arrachent la chaîne qui ferme le portail et rentrent. Ils tombent d'abord sur les vaches, ça les surprend, puis ils voient de la lumière dans la maison, alors ils y vont sans faire de bruit. Et c'est quoi, c'est un cambriolage? Pour l'instant, sur le canapé, il y a un vieil homme qui dort, c'est Daniel Marois, il a 84 ans, il est célibataire, c'est un vieux gars qui demande juste qu'on le laisse tranquille, il s'occupe de sa ferme, il est gentiment en marche, pas très soigné, il n'achète quasiment rien à part son steak blanc-bleu et sa bière Rodenbach, il a un peu d'argent à force de ne rien acheter forcément. Tout le monde sait ça. Dans le coin, il y a un vieux téléphone en bakélite, téléphone fixe dans le salon. Eux, ils sont là pour trouver de l'argent pour s'acheter le dernier iPhone. Ça résume un peu toute l'affaire. Ils voient Daniel qui dort et l'un des deux a l'idée de prendre une fourche qui traîne là et d'assassiner Daniel pendant que l'autre filme avec son téléphone. Et une semaine plus tard, ils reviennent pour mettre le feu à la ferme. C'est des barbares, mais c'est de la fiction? Malheureusement, non. Chris de Stoep est le neveu de Daniel Marois. En 2019, il était partie civile dans le procès des 5 bourreaux de son oncle. Et il nous raconte comment l'écrivain, comme l'écrivain journaliste qu'il est, un peu à la Truman Capote. Vous savez, il reconstitue l'enquête, les circonstances, on suit le procès, mais surtout, il s'intéresse aux jeunes accusés. Ce sont des voyous locaux, tristement caricaturaux, enfance difficile, contexte de misère pour la plupart, échec scolaire, mais c'est pas une excuse et pas une explication suffisante. Alors Chris de Stoep s'approche d'eux comme ça avec méfiance. Il observe, il essaye de démêler tout ça. C'est pas très long, ça fait dans les 250 pages ce livre, mais c'est palpitant dans toutes les dimensions de l'affaire. Et puis il y a cette dernière ligne terrible, la toute dernière scène que je ne vous révélerai pas. Oh là là. Chris de Stoep. Déjà, vous nous avez coupé le souffle là, ce matin. Le livre de Daniel, c'est traduit par... Ah bah voilà. Vincent Hervouet a sauté sur le livre. Je vais le lire. Ne lisez pas la dernière ligne, hein, À voix Vincent. basse. Et donc le livre est traduit, c'est-à-dire que c'est écrit en flamand initialement. Exactement, néerlandais, oui. Traduit par Anne-Laure Vigneault. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le livre de Daniel, donc. Caroline Speller. Alors attention, ça c'est un jeu vidéo emblématique dont vous nous parlez cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Final Fantasy, 16e épisode, 16e, oui. Exclusif à la PlayStation 5. Oui Dimitri, mais c'est quoi Final Fantasy FF pour les initiés? C'est une saga de jeux de rôle japonais qui existe depuis 87. Sa formule consiste à diriger de jeunes héros prêts à tout pour sauver le monde à coups de combats épiques face à des créatures fantastiques dans des univers médiévaux ou cyberpunk. Le tout est accompagné par des musiques symphoniques comme celle de Final Fantasy VII, le jeu qui a marqué l'histoire de la licence en 97 et qui a popularisé le jeu de rôle japonais et la série à travers le monde. Alors, Final Fantasy 16e épisode, donc. Est-ce qu'il faut avoir joué au précédent pour comprendre ce qui se passe? Alors non, Dimitri, car chaque Final Fantasy a une histoire, un univers indépendant. Et ce FF16 nous plonge dans une épopée plus mature qui s'inspire ouvertement du médiéval fantastique sombre du Seigneur des Anneaux, avec les bavardages et les complots géopolitiques crus, violents de Game of Thrones. Alors, au milieu de ces joyeusetés, on incarne Clive Rosfield, un archiduc déchu, brisé par la guerre et un drame familial. Clive n'a qu'une idée en tête, se venger et se battre contre l'oppression et la cupidité des monarques. Et pour l'aider, il peut utiliser les pouvoirs de chimères légendaires comme le phénix. Ça fait 13 ans que j'attends le bon moment. Je compte pas y rester. Pas comme ça. Viens à moi, Ifrit! Alors, comme les jeux souvent très attendus, ils divisent les joueurs, ce Final Fantasy XVI, tous n'adhèrent pas. En effet, oui, Dimitri, car les développeurs ont rendu le jeu beaucoup plus accessible. Pour ça, Final Fantasy XVI gomme son côté jeu de rôle avec moins d'exploration, des améliorations d'équipement ou de pouvoirs plus simples. Mais surtout, on oublie son système de combat au tour par tour stratégique, comme dans un jeu de plateau. Il met l'accent sur l'action et le combat en temps réel frénétique, titanesque, totalement décomplexé. On a l'impression d'interagir dans un blockbuster américain. Alors, oui, ce Final Fantasy XVI casse ses propres codes, se réinvente, veut attirer de nouvelles générations. Mais est-ce un mal? Non, puisqu'on passe un très très bon moment. Voilà, elle a aimé, Caroline Speller, Final Fantasy XVI. Merci beaucoup Caroline, allez à demain.